L'environnement à présent et tous les regards tournés vers cette troisième conférence des Nations Unies sur les océans. Objectif protéger le Grand Bleu. Sur place, 150 délégations nationales et plusieurs mondes qui se croiseront, scientifiques, associatifs, politiques, États et des experts comme vous, TKO Frères. Yaorana, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quel message allez-vous porter sur place? Alors merci de me recevoir, Laurence. Bonsoir. Et Olana. Donc moi, j'y vais dans le cadre de l'Alliance pour la haute mer, qui est une alliance d'ONG internationale qui souhaite la promotion en fait, de la protection de la haute mer, notamment à travers la mise en œuvre d'aires marines protégées dans la haute mer. Alors, c'est le plus grand sommet jamais organisé hein, sur l'océan. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'expert, pourquoi ce sommet existe? Oui, alors à la base, l'UNOC, hein, la conférence des océans pour les Nations Unies, a été créée, établie par en fait, l'ambassadeur de Fidji à l'ONU. Et le but était de suivre la mise en œuvre de l'ODD 14, qui est un objectif de développement durable, dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable des Nations Unies. Alors, Donc, voilà. plusieurs thèmes seront abordés, hein, pêche, exploitation des ressources minières, réchauffement climatique, blanchiment des coraux. Qu'est-ce qui va prendre plus de place au cours de ce sommet? Voilà, donc il y a toujours énormément de sujets. Il va y avoir 10 tables rondes, mais il y en a 3 en particulier sur lesquels ben, les États hôtes ont mis l'accent. C'est le droit de la mer, ou les droits de la mer, et les droits pour respecter les océans. Donc c'est le nouveau traité BBNJ, le plastique, etc. Il y a aussi la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de l'ODD 14, qui est aujourd'hui l'ODD le moins financé, un des moins financés. Donc, en clair, des financements. Des financements et après la recherche et les connaissances, donc à la fois la recherche scientifique et les savoirs scientifiques, mais également les savoirs traditionnels. Alors justement, l'équilibre, c'est cet équilibre entre savoir scientifique et savoir ancestral, c'est un enjeu. Hein. Concrètement, quel changement pour le Polynésien? Alors déjà, il y a la reconnaissance au titre du droit international de la complémentarité entre la science et les savoirs traditionnels. Donc ça, c'est bien. Donc ça veut dire également que lorsque l'on met en œuvre des aires marines protégées ou que l'on souhaite mettre en œuvre des aires de gestion ou des éléments pour gérer les espaces, il faut absolument discuter avec les populations locales, parce qu'elles ont tout un savoir ou des savoirs qui leur ont été passés par les ancêtres, hein, les Tupuna. Ça veut dire Voilà. qu'on va parler Raoui, par exemple? Alors, je ne fais pas partie de la délégation de la Polynésie française, mais pour avoir travaillé avec les petits États insulaires du Pacifique, c'est vrai que les modes traditionnels de gestion des espaces sont bien entendu au cœur de la gestion de l'environnement. Alors plus personnellement, vous avez une histoire particulière avec l'océan, car vous avez connu une alerte au tsunami qui vous a marqué. Avec cette expérience ou ce traumatisme plutôt, votre engagement, c'est plus qu'un simple engagement. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors peut-être, oui, bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de traumatismes avec l'océan, donc j'ai un peu une peur, mais à la fois, voilà, j'ai cultivé une espèce de respect pour l'océan parce que, ayant passé mon enfance entre Punahouia et Tupuai, donc j'ai vu en fait les bienfaits de l'océan. Et donc voilà, je sais pas, je pense que je suis animée peut-être d'une force que les Anglais appellent un a calling pour s'occuper des océans. Merci TKO Frère pour cet éclairage Merci et bon beaucoup. sommet. Merci. Merci beaucoup.